J'avais prévu tout un speech un peu avec les hotspots de sa carrière, toute son anamnèse professionnelle, mais elle m'a demandé d'être beaucoup plus synthétique, donc je vais m'arrêter là dans la présentation et puis je vous souhaite une bonne présentation. En plus, sur les biais cognitifs, un peu le fil rouge, hein, on a entendu un peu dans chaque présentation ces fameux biais cognitifs, donc on se réjouit. À toi Mélanie. Merci Sandra pour cette introduction, merci Vincent aussi pour l'invitation. Alors, en guise d'avertissement, j'aimerais vous dire que les biais cognitifs, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais c'est vrai que j'ai un intérêt assez marqué pour ces biais cognitifs, et notamment depuis une histoire un petit peu classique de la neurologie, qui date d'il y a quelques années, d'une jeune patiente de 35 ans qui s'est présentée aux urgences avec ce qui a été décrit comme une décompensation psychiatrique, alors qu'elle n'avait aucun antécédent ni psy ni neurologique. Et puis cette patiente a été transférée en fait à l'hôpital psychiatrique du canton au motif que c'était en réaction à l'annulation des vacances d'été par son compagnon. Et ne s'améliorant pas au bout de quelques semaines, elle a été retransférée au centre de soins aigus. Il y a eu des investigations complémentaires qui ont été faites, et puis c'est un diagnostic d'encéphalite limbique qui a été retenu. Et donc cette histoire, elle n'est pas juste typique de l'HFR, hein, on l'a déjà entendu dans d'autres institutions. Mais bref, cette histoire nous avait un petit peu marqué, ou en tout cas moi m'avait marqué, et puis j'avais échangé avec Jean-Marie Annoni qui est présent cet après-midi. Et suite à ça, on a eu l'opportunité de mener une petite recherche en consultation mémoire sur les biais cognitifs dans le cadre du master de médecine de Lola Aubry. Donc voilà, cet après-midi, j'ai envie de partager avec vous un peu mes réflexions et puis ce que j'ai trouvé dans la littérature à propos des biais cognitifs dans le domaine spécifiquement de la neuropsychologie. Donc comme vous le savez, on se pose beaucoup de questions sur la validité de nos outils, sur la validité des performances du patient, de ses symptômes, mais on se questionne un peu moins sur la validité du clinicien. Et puis en tant que neuropsychologue, on a énormément de données à traiter, déjà rien qu'en amont du patient, on a le motif de prescription, avec souvent déjà un avis du médecin prescripteur. On a souvent une liste d'antécédents, une liste de médications. On a aussi très souvent en fait l'imagerie cérébrale avec un rapport radiologique qui des fois se permet un diagnostic clinique. Et puis tout ça, c'est déjà avant même d'avoir vu le patient, on se fait déjà un petit peu une image et on oriente un petit peu son anamnèse et son examen en fonction de ces informations. Ensuite, on a le patient en face de nous. On a des affinités, plus ou moins, avec le patient. Nous-mêmes, on est, voilà, vendredi après-midi, peut-être qu'on en a un petit peu marre, on se réjouit du week-end. Donc on a aussi un état interne qui peut fluctuer. Pendant l'évaluation, on choisit nos tests. Et puis je pense qu'on doit tous reconnaître qu'on a des fois quelques petites préférences qui ne sont pas forcément de nature objective. Et puis on en arrive ensuite à l'analyse et à l'interprétation de toute cette masse de résultats. Des fois on a aussi une hétéroanamnèse qui vient s'ajouter. Et bien sûr qu'on va faire des liens, on va choisir des normes, mais on va aussi faire des liens mentalement avec des cas récents ou des cas similaires qu'on a vus dans notre pratique. Et à la fin, voilà, on doit arriver à notre conclusion diagnostique. Et puis si on doit être très dichotomique, on doit trancher. Est-ce qu'on est dans une situation où voilà, c'est un examen neuropsychologique considéré comme normal, ou au contraire, est-ce qu'on a des troubles cognitifs avérés, tout en gardant à l'esprit qu'on peut avoir des scores insuffisants, même dans la population normale. Et de là dépend la prise en charge du patient. Donc, pendant tout ce processus de raisonnement clinique, on fait appel à nos compétences cognitives, à nos connaissances et à notre expérience. En général, ce raisonnement clinique il s'effectue rapidement, il est rarement documenté, argumenté et rarement accessible de manière explicite. On sait que certaines erreurs de diagnostic sont dues à un manque de connaissances, mais en fait les études montrent que la plupart des erreurs de diagnostic sont dues à la non-considération du diagnostic correct. Alors comment est-ce qu'on en arrive à considérer le diagnostic correct ou à ne pas considérer le diagnostic correct? Et pour ça, on peut s'appuyer sur la théorie du modèle duel, qui est un peu le modèle dominant dans la prise de décision diagnostique, qui a été ensuite adapté, repris par d'autres auteurs, mais prenons le modèle original, qui suggère qu'il y a deux systèmes. Il y a un premier système, un premier processus,
qui est vraiment de l'ordre de l'intuition, donc il s'effectue rapidement. Et un deuxième système est plus analytique et donc plus lent. Donc si on regarde un petit peu schématiquement lors d'une prise de décision diagnostique, on a le patient en face de nous, il présente une certaine symptomatologie. Si la symptomatologie est reconnue, ce sera le système 1 qui va prendre en charge ce processus de décision diagnostique et faire une première orientation diagnostique. Si à l'inverse, la symptomatologie n'est pas reconnue, on fait plutôt au système plus lent, plus analytique, le système 2. Le système 2 peut aussi permettre de réorienter un diagnostic effectué avec le système 1. Mais bien sûr que autant pour le système 1 que le système 2, pour des raisons d'efficacité, on s'appuie sur énormément de raccourcis mentaux qu'on appelle les heuristiques mentales. Mais il existe aussi, en plus de ces heuristiques, des biais cognitifs qui sont définis comme des distorsions de notre pensée qui viennent corrompre en fait notre appréciation. Donc pendant longtemps, l'erreur médicale a été stigmatisée, c'était un peu honteux ou un sujet tabou, on s'en cachait. Et puis à la fin du XXe siècle, en fait, il y a eu plutôt un intérêt constructif pour l'erreur médicale. Ça s'est notamment appuyé sur les travaux du psychologue anglais James Reason, qui a essayé de modéliser en fait l'erreur humaine. Il a beaucoup travaillé dans le milieu médical et dans l'industrie. Et puis, à la fin des années 90, ça a été formalisé avec la publication de l'Académie de médecine américaine, avec cette publication « Se tromper est humain, construire un système de santé plus sécure ». Donc comment on définit l'erreur diagnostique? Alors si on prend la définition de l'OMS dans son rapport de 2016 sur les erreurs diagnostiques, l'erreur diagnostique apparaît lorsqu'un diagnostic est manqué, retardé de manière inappropriée ou est erroné. Et puis on sait, et on va le voir un peu plus en détail, il y a une interaction, en fait ces erreurs diagnostiques sont dues non seulement à notre cognition qui est imparfaite, mais aussi à l'imperfection de l'environnement. Donc quelques points sur les erreurs de raisonnement diagnostique. On sait que le taux global de diagnostic erroné dans le milieu de la santé se situe entre 10 et 15%, à savoir que si on prend les études avec autopsie, ce chiffre est un peu plus élevé. Et puis, les biais cognitifs ont un rôle dans 50 à 83% de ces erreurs diagnostiques, selon les études. En général, le système 1, par défaut, il est plus susceptible aux biais cognitifs, mais le système 2 n'est pas du tout épargné par ces biais. En général, dans la routine clinique, toujours dans un but d'efficacité, on s'appuie plutôt sur le système 1, et ça ne pose pas de problème à chaque fois qu'on utilise le système 1. Mais bien sûr que le risque, c'est dans les présentations atypiques, et on va le voir, ça touche aussi les cliniciens seniors. Donc l'expérience, on va en reparler, ça ne nous protège pas des biais. Et puis un dernier point sur lequel on va aussi revenir, en fait, l'existence de ces biais et leur impact en fait, sur le raisonnement diagnostique est largement sous-estimé par les cliniciens. Donc je vous disais avant, les erreurs de jugement, les erreurs de diagnostic n'arrivent jamais de manière isolée. C'est vraiment une interaction entre notre cognition, notre environnement et, en ce qui nous concerne, le patient. Et là, je vous ai mis en fait les résultats d'une étude de Pat Crosscarry, qui est un médecin anglais qui a passé l'essentiel de sa carrière sur le raisonnement diagnostique et les biais cognitifs dans le raisonnement diagnostique. Et lui, il a identifié 60 facteurs qu'il a en fait répartis en 6 clusters différents. Il y en a 3 qui sont en lien avec le clinicien, à savoir ses caractéristiques démographiques, ses caractéristiques cognitives, ça veut dire ses capacités de raisonnement, ses capacités d'introspection, ses défis homéostasiques, on peut imaginer un médecin qui a été de garde 3 nuits de suite, ou voilà, vous, vendredi après-midi, vous réjouissez du week-end, les caractéristiques ergonomiques de l'environnement, et puis bien sûr les caractéristiques du patient, donc à savoir la symptomatologie du patient, la présentation de sa maladie, et puis les caractéristiques démographiques du patient,
son âge, sa culture, son genre, etc. Qu'en est-il maintenant du point de vue chez les psychologues par rapport à ces erreurs de diagnostic? Alors je vous ai mis une position très tranchée, c'est celle du psychologue Paul Mill dans les années 50. Alors pour lui, clairement, la cognition humaine, le raisonnement humain ne vaut pas grand-chose. Pour lui, c'est vraiment les méthodes actuaires, les algorithmes statistiques qui sont bien meilleurs dans le diagnostic et dans la prédiction. Et pour ça, ces arguments, pour lui, c'est vraiment dû au fait que le jugement humain est très clairement inconstant et puis qu'on a vraiment une mauvaise intuition avec les probabilités. Je vous ai mis en dessous une position un peu plus nuancée, un peu plus philosophique, et c'est un article que je vous recommande vraiment de le lire. Du reste, il est normalement dans la clé USB que vous avez autour du cou. C'est celui de Wedding et Faust, qui sont deux auteurs qui ont vraiment travaillé dans le domaine de la neuropsychologie et qui ont vraiment publié dans ce domaine spécifiquement. Et eux, avec leur position plus philosophique, nous disent que il faut admettre que le raisonnement humain n'est pas la méthode optimale en soi pour notre travail. Et puis je vous ai mis une citation, il faut accepter qu'il y a du bruit dans le système et que finalement diagnostiquer et prédire, c'est un business qui est plutôt risqué. En 2006, l'association des psychologues américains a essayé de mettre un petit peu un cadre dans la foulée en fait, de cette médecine basée sur la preuve et de ces pratiques basées sur la preuve, avec ce concept d'évaluation basée sur la preuve. Alors c'est des directives qui sont très générales, à savoir s'appuyer sur les meilleures données de la recherche, appliquer l'expertise clinique et puis tenir compte des caractéristiques du patient, de sa culture et de ses préférences. Des auteurs par la suite ont rajouté justement, c'est ce qui nous intéresse cet après-midi, la pratique du raisonnement clinique critique. Mais en même temps, ils ont soulevé quelques limitations à cette pratique du raisonnement clinique critique. La première chose, c'est qu'on travaille dans un écosystème qui est peu valide. La plupart de nos diagnostics, en fait, ils ont un degré de certitude qui n'est pas à 100%. Donc, c'est-à-dire, pour avoir un écosystème valide, il faudrait que chaque fois qu'on pose un diagnostic, on ait une sorte de biomarqueur qui vienne confirmer que notre diagnostic est correct. Et on travaille plutôt avec des étiologies qui restent toujours probables ou possibles. Le deuxième point, c'est la mise en place de la culture positive de l'erreur. Il y a encore des équipes ou des structures, des institutions où on n'aime pas trop, où ça ne se fait pas trop de partager nos erreurs de raisonnement ou de diagnostic. Et puis finalement, un autre point qui relève, c'est le manque de sensibilisation justement au raisonnement diagnostique et à ces biais. Moi, personnellement, dans ma formation, je n'ai jamais eu de cours en fait, sur les biais cognitifs ou les erreurs de diagnostic. Alors, quels sont les biais en neuropsychologie? Donc, des biais cognitifs, il y en a des centaines et des centaines qui sont répertoriés. Moi, j'ai essayé de faire un petit peu une sélection. Alors, dans le domaine de la neuropsychologie, il n'y a pas énormément de publications. Il y en a quelques-unes dans les années 70, 80, début des années 90. Donc, j'ai essayé un petit peu de sélectionner dans ces articles. Sinon, dans les années 2000-2020, il y a énormément de publications dans le domaine de la psychologie scolaire. Donc, j'ai essayé aussi de m'inspirer de ces articles-là. Et puis, finalement, j'ai inséré en fait, des petits bouts de notre étude qu'on a menée justement avec Jean-Marie Annoni dans le cadre de la consultation mémoire. Donc, j'ai sélectionné pour vous 10 biais qui me semblent pertinents dans notre pratique. Il pourrait y en avoir plus. Mais voilà, j'ai sélectionné arbitrairement cela parce qu'il me semble que ça me parlait dans ma pratique au quotidien. À savoir que la frontière entre ces biais, elle est souvent assez difficile à distinguer. Il y a des biais qui se chevauchent, il y a aussi des biais qui s'enchaînent. Donc on peut avoir un premier biais qui aboutit à un deuxième biais. Donc je vous propose de les passer rapidement en revue. On va commencer par l'orientation préalable du patient. Donc, le premier biais, c'est le biais qu'on appelle le biais du diagnostic momentum. Donc là, c'est quand un diagnostic est suggéré ou est donné, et puis il est transmis en fait de clinicien en clinicien, sans jamais le remettre en question,
et sans analyse critique de sa validité. Donc typiquement, c'est le copier-coller qu'on peut faire, c'est assez connu, le copier-coller des comorbidités, de diagnostics qui ont déjà été donnés, et puis on ne va pas chercher à la source sur la base de quel argumentaire en fait ce diagnostic a été posé. Un second biais, c'est le biais d'ancrage. Donc ça, c'est quand il y a un premier diagnostic qui a été évoqué, ou alors vous avez une première impression clinique, et puis vous ne la réajustez pas, même s'il y a des nouvelles informations qui viennent. Et puis là, alors j'ai chaque fois cherché un exemple pour vous illustrer ces biais. J'ai l'histoire d'un patient qu'on a suivi vraiment sur 5 ou 6 ans, un patient de 50 ans qu'on a vu dans le contexte d'un burn-out. C'est un patient qui a travaillé 20 ans de sa vie de nuit. Et puis au moment où il a changé en fait d'emploi, il est passé au 3x8. Et là, il a développé une symptomatologie du sommeil sévère et puis il est parti en burn-out. Donc on l'a vu dans ce contexte-là, on l'a suivi plusieurs années de suite, il avait plutôt un profil exécutif attentionnel. Il a été pris en charge sur le plan psy, il a vraiment tout fait dans les règles de l'art. Et puis, il a continué à se plaindre quelques années plus tard. Et puis, nous, ce qu'on a observé sur le plan de l'examen neuropsychologique, c'est qu'il s'était effectivement amélioré du point de vue exécutif attentionnel, mais au niveau mnésique, en fait, il s'aggravait d'année en année. Et on a transmis ça au psychiatre. Et le psychiatre qui suivait de loin la situation, il avait déjà, quand il avait parlé du burn-out, parlé d'une composante fonctionnelle. Et là, quand on a dit, il doit sûrement y avoir autre chose, un autre processus qui est en route chez ce patient, le psychiatre n'a pas réajusté son diagnostic initial, il n'a pas tenu compte de cette nouvelle information, et lui, il est resté avec ce syndrome post-burnout avec composante fonctionnelle. Donc là, même à la lumière de nouvelles informations, le psychiatre est resté ancré en fait sur le premier diagnostic qui avait été donné. Le biais rétrospectif, c'est ce qu'on fait finalement des informations médicales. En fait, en tant que neuropsychologue, on a très souvent, comme je vous ai dit, énormément d'informations en amont, avant même de rencontrer le patient. Et puis, sans se rendre compte, en fait, on traite énormément d'informations qui vont finalement influencer notre décision bien plus tard. Et on sous-estime en fait le fait d'avoir déjà traité ces informations et l'impact que ces informations peuvent avoir sur nos décisions futures. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous avez un patient devant vous et puis que juste avant que le patient entre dans votre bureau, vous avez vu qu'il a un phasé-CAS 3, d'office, si ce patient a un profil exécutif et attentionnel, le premier lien que vous allez faire, c'est avec le phasé-CAS 3. Parce que cette information, vous l'avez traitée, voilà, il y a une composante vasculaire, ça ne va pas échapper. Et puis ça a été montré assez joliment en fait, par une étude dans les années 80 auprès des neuropsychologues. Il y a une vignette clinique qui pouvait correspondre, dont le profil cognitif pouvait correspondre à 3 diagnostics différents. Et donc ça a été demandé au premier groupe de participants d'assigner la probabilité de chacun de ces 3 diagnostics en fonction de ce profil cognitif. Au deuxième groupe, c'est la même instruction qui a été donnée. Par contre, ce deuxième groupe a été divisé en 3 sous-groupes et à chacun des sous-groupes, on a dit, c'est ce diagnostic-là qui est correct. Et ce que les auteurs ont trouvé, c'est qu'en fait, les participants du deuxième groupe ont eu tendance à attribuer une probabilité beaucoup plus élevée au diagnostic correct dont ils avaient été informés que ceux du premier groupe. Donc typiquement, notre formulation, on doit quand même reconnaître que très souvent, dans notre conclusion, on met ce tableau cognitif est compatible avec l'étiologie X. Donc des fois, il faut quand même se questionner, est-ce que là, on n'est pas dans un biais rétrospectif? Et pour ça, je vous mets aussi une citation, toujours de cet article que je trouve très bon, de Wedding et Faust, qui nous rappelle l'importance en fait, de la valeur de l'examen neuropsychologique et que c'est un examen qui ne doit pas être redondant des autres examens. Sinon, il n'y a pas de nécessité de faire un examen neuropsychologique. Non-réorientation d'une première hypothèse diagnostique avec le biais de confirmation qui est un peu différent du biais d'ancrage qu'on a vu avant. Donc là, c'est quand vraiment, activement, on oriente son anamnèse et qu'on va privilégier en fait les arguments qui permettent de valider
notre hypothèse diagnostique et pas tenir compte de ceux qui permettraient de réorienter cette hypothèse diagnostique. Harrison et Sparks disent justement que c'est peut-être l'erreur la plus commune aux psychologues et aux psychiatres, au risque que le motif de prescription ait en fait plus de poids que l'évaluation en tant que telle. Avec ça, il faut aussi faire attention, parce que comme je l'ai dit avant, en fait, un même profil cognitif peut correspondre à plusieurs étiologies. Et puis, il y a aussi cette variabilité interindividuelle et intra-individuelle, dans le sens que même les sujets sains peuvent avoir des scores insuffisants. Donc, on pourrait confondre un individu sain d'un patient avec des troubles avérés. Et puis, un dernier point par rapport à ce biais de confirmation, c'est que c'est vrai, on doit reconnaître, et ça a été aussi montré dans certaines études, qu'on a tendance à être parfois frappé par un signe, un événement isolé, mais marquant, et en fait occulter la banalité du reste des informations. Typiquement, vous avez une jeune patiente en face de vous qui dit ben voilà, quand j'ai commandé le gâteau d'anniversaire de ma fille, au moment où la personne m'a demandé ben, à quel âge je note, je ne savais plus quel âge avait ma fille. Des fois, ça peut dominer, et puis finalement, il n'y a pas d'autres plaintes significatives dans l'examen, mais parce qu'elle n'a pas su dire l'âge de sa fille, ça prend plus de place que le reste des informations. Et puis là, je vous mets une citation justement de notre étude en consultation mémoire. Assez souvent, j'ai une hypothèse qui est déjà qui est un petit peu orientée par rapport au dossier du patient. Bon, c'est aussi le job où tu dois orienter tes questions anamnéstiques et aussi ton testing en lien avec le dossier du patient parce que tu prépares ton cas. J'ai une impression clinique, finalement, qui est là, qui prend de l'ampleur, et je me dis, ça ne sert à rien d'investiguer trop, ça parce que j'ai l'impression, et finalement, ce n'est pas une bonne idée. Élément évident et tableau atypique, on a le biais de représentativité. Alors ça, c'est quand on va rechercher les manifestations typiques d'une maladie au risque de manquer un tableau atypique. Et le classique, c'est vraiment trouble de l'encodage est égal maladie d'Alzheimer. Et là, je vous mets aussi une citation de notre petite étude où la personne témoigne et dit ben voilà, typiquement Alzheimer, peu de réponse à l'indicage à la mémoire, et maintenant ça devient un peu ah oui, il n'a pas de réponse à l'indicage, c'est probablement temporal, c'est probablement Alzheimer. Je pense qu'on est en train de se tromper, et ça c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment en consultation mémoire. On pourrait avoir des erreurs sur des démences frontotemporales qui sont prises pour des démences d'Alzheimer. Notre mauvaise notion intuition avec les probabilités, qui est assez connue, qui a été montrée dans pas mal d'études, notamment ignorer la prévalence réelle d'une maladie en se basant juste sur son impression. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ce risque de biais, c'est qu'en fait, la validité d'un signe clinique, elle n'est jamais absolue et elle doit toujours être interprétée en fonction de la prévalence de l'étiologie. Donc, plus la fréquence de base de l'étiologie, plus la fréquence de base de l'étiologie est faible, plus grand est le risque de faux positifs. En termes de mauvaise appréciation des probabilités, il y a aussi le biais de disponibilité. Donc, c'est estimer plus fréquent des éléments rencontrés récemment ou mentalement disponibles. Bien sûr que ça dépend de l'expérience. Si vous avez fait 20 ans votre carrière dans du neurodéveloppemental et puis vous passez ensuite en neurologie aiguë, vous aurez plus peut-être en tête, à disposition des diagnostics de nature neurodéveloppementale qui vont prendre un petit peu le dessus peut-être et vous influencer dans l'anamnèse et l'évaluation des patients. Et puis à propos notamment du biais de négligence de la fréquence de base, je vous ai mis l'aphorisme médical qui se retrouve un petit peu dans tous les textbooks, c'est lorsque vous entendez des bruits de sabots, pensez à des chevaux, pas à des zèbres. Finalement, dans cette revue de biais, je finis avec 3 biais affectifs. Le premier, c'est le biais viscéral. Voilà. On a tous plus ou moins d'affinité avec le patient qu'on a en face de nous. Et je pense qu'on doit tous reconnaître que, typiquement, dans un examen neuropsychologique un peu dans la zone grise, par exemple pour décider de l'aptitude à la conduite automobile, le patient avec qui on s'est bien entendu, qui était sympathique et tout, on va peut-être
plutôt aller vers la vie favorable, alors que le patient qui nous a un petit peu irrité, qui était désagréable, on va plutôt aller vers la vie défavorable. L'excès de confiance, alors ça a déjà été dit ce matin, bah oui, les neuropsychologues apparemment, on souffre un petit peu de ce biais. On a tendance à être trop confiant, non seulement pour la détection, mais aussi la localisation des troubles. Et puis, ça ne rend pas forcément plus valide, en fait, notre jugement clinique. Et puis, finalement, ben voilà, c'est plus présent chez les seniors que chez les juniors. Et puis, le dernier biais affectif, c'est le biais de la tâche aveugle ou l'art de se mettre le doigt dans l'œil, comme l'a titré Le Monde en 2023. Donc, c'est vraiment la tendance à reconnaître les biais sur les autres, mais pas chez soi, quoi. Tout le monde a des biais, mais pas moi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces biais? Alors, comme je vous ai dit, il y a énormément de biais répertoriés, il y a énormément d'études sur les différents biais, comment on les met en évidence. Par contre, il y a peu de littérature sur les méthodes de débiaising ou les méthodes correctives par rapport à ces biais. Et puis, je vous rappelle que voilà, on n'est pas très fort pour reconnaître l'existence de ces biais et leur influence sur notre raisonnement clinique. Ce qui avait été proposé justement dans cet article de Lilienfeld, c'est qu'il y a un écart en fait entre nos habitudes dans notre pratique clinique et puis les éléments de recherche. Donc j'ai repris les clusters de Cross-Carey et puis j'ai essayé un petit peu de regrouper sur la base de la littérature les différents points qui nous permettraient en fait de s'améliorer et de se corriger. Et puis je vais commencer bien sûr avec l'expérience, et puis au risque de décevoir plus d'un dans cette salle, l'expérience n'est pas une méthode corrective en soi. Comme je vous ai dit dans l'introduction, la majorité des erreurs diagnostiques n'est pas due à un manque de connaissances. Et puis quand on sait que les cliniciens seniors cumulent à la fois l'excès de confiance et aussi la tâche aveugle, ça ne va pas les aider pour avoir moins de biais. Mais disons, dans une étude un peu plus formelle qui s'est intéressée vraiment très spécifiquement chez les neuropsychologues à la relation entre formation, expérience et précision du jugement clinique. Alors, c'est une étude qui date un peu, mais qui a vraiment montré qu'il n'y a pas de relation. Donc voilà, l'expérience ne nous protège pas des biais cognitifs. L'éducation, alors ça c'est dans le rapport de l'OMS de 2016, c'est vraiment d'enseigner et de sensibiliser sur l'existence de ces biais et sur les stratégies à mettre en place. Alors là, les auteurs s'accordent sur ce point. En fait, effectivement, il faudrait enseigner cette compréhension du raisonnement clinique, des heuristiques, des biais, et ça peut nous protéger, au moins diminuer un peu l'impact de ces biais sur notre jugement clinique. Et puis ça devrait se faire déjà dans la formation initiale et puis continuer sous forme de workshop par la suite. Alors il y a quand même des limites à l'éducation, notamment durant la formation initiale, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il faut quand même un degré de connaissance suffisant pour pouvoir bénéficier de ces stratégies éducatives. Et puis l'autre critique, c'est la validité écologique des stratégies éducatives, parce que souvent elles sont faites à partir de vignettes cliniques papier ou alors d'un set de données psychométriques. Prise de conscience, donc vraiment activement en tant que clinicien de se dire, voilà, je m'appuie essentiellement sur le système 1, sur mon intuition, mais le système 1 a des limites. L'expertise ou l'expérience a aussi des limites et peut-être je suis aussi trop confiant dans mes décisions. Donc une des techniques, c'est vraiment essayer activement de considérer le contraire, donc l'autre diagnostic. Si vous avez un diagnostic différentiel, quels éléments vous avez en faveur du diagnostic différentiel, afin de ne pas clore sur votre premier diagnostic trop tôt. C'est aussi proposé de faire une sorte d'autocontrôle en fait, de la fatigue, de la distraction, de la surcharge cognitive pendant la phase d'évaluation et pendant la phase de cotation et d'interprétation. Là, de nouveau, par rapport
cette stratégie corrective, en fait, il y a des limites. Il y a toujours ce biais de la tâche aveugle. Et puis, Kahneman a montré qu'il y a aussi un risque de surcorrection, en fait. On va surcorriger le biais. Attitude proactive, donc voilà, on a vu que l'éducation et la prise de conscience ne sont pas suffisantes. Ça a aussi été montré formellement dans une étude des années 70. Qu'est-ce qu'on entend par attitude proactive? C'est vraiment de faire un effort délibéré pour obtenir du feedback. Donc, dans notre métier, ça peut se faire sous forme d'intervision, de suivi du patient, si on a cette possibilité. Kahneman propose la technique du slowing down. Donc, c'est vraiment de ralentir volontairement le raisonnement diagnostique pour essayer de favoriser ce système 2 qui est plus analytique que le système 1. Ça peut être soutenu par des checklists ou alors une technique qui s'appelle le diagnostic time out, où on doit réévaluer de manière active et forcer tous les arguments de notre raisonnement diagnostique, toutes les preuves qu'on a, mais aussi les éléments qui iraient à l'encontre en fait du diagnostic retenu. Et puis là, je vous ai juste mis ce qui nous avait été proposé par les collègues québécois d'Arnaud en 2021 lors d'une formation spirale. Analyse rétrospective et attitude positive. Donc, il y a des institutions, alors ça c'est surtout dans le milieu médical, qui font une analyse systématique des erreurs diagnostiques et de leurs causes. Nous, ce qu'on avait trouvé dans notre étude, c'était de discuter en interdisciplinaire les diagnostics complexes ou les diagnostics qui ont été corrigés. Et puis le dernier point, l'attitude positive, accueillir l'erreur diagnostique, la partager et puis en faire vraiment quelque chose de constructif pour un apprentissage pour toute l'équipe. Ça fait partie des recommandations de l'OMS, de même que partager aussi les succès en fait. Peut-être les diagnostics complexes auxquels on a abouti de manière un petit peu périlleuse, mais de partager justement cette expérience au sein de l'équipe. Et puis là, il y a quelques points aussi de méthodologie qui ont été mis dans l'article de Wedding et Faust. Donc bien sûr, utiliser des normes au plus proche des caractéristiques du patient, vérifier la validité des tests et régresser le score estimé si nécessaire, ou alors, si la validité est douteuse, on peut aussi plutôt avoir une attitude conservatrice, éviter une dépendance excessive à l'égard des mesures fortement interdépendantes, et puis bien sûr penser bayésien en degré de certitude, en probabilité, ça c'est vraiment important. Je vous ai parlé des biais comme si c'était universel, comme si tous dans cette salle on avait toute cette liste de biais. Au cours des dernières années, il y a eu justement un questionnement sur l'universalité de ces biais, et notamment il y a 2 auteurs français qui justement remettent en question ce côté universel et qui disent il y a des différences interindividuelles, et qui ont développé des outils, je vous ai mis là le lien, qui permettent de s'auto-évaluer en fait pour savoir est-ce qu'on a une propension plus élevée pour ce biais plutôt que cet autre biais. Je vous propose qu'on se rassure quand même, si on revient à Paul Mill qui faisait confiance aux algorithmes statistiques et pas à la cognition humaine. Oui, il y a un avantage des méthodes statistiques, mais les études plus récentes ont montré que ce n'était pas si important que ça, et que finalement l'avantage des méthodes statistiques était vraiment aux 2 opposés du spectre. Ça veut dire quand la validité de l'environnement était très très haute, donc un environnement très très prédictif, avec un très très bon signal et très peu de bruit, ou alors à l'inverse, quand la validité de l'environnement est extrêmement faible, donc il y a plus de bruit que de signal. Et puis la question qui s'enchaîne, c'est bien sûr l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va nous remplacer ? Et donc là, je me suis adressée directement à ChatGPT. Et je lui ai demandé quel était l'apport de l'intelligence artificielle à la neuropsychologie. Donc, il m'a listé toute une série de points. Et notamment, il était en lien avec cette présentation en disant que ça réduit le biais humain et améliore la reproductibilité des évaluations. Mais bien sûr que ça a aussi des limites, en fait, cette intelligence artificielle. Notamment, il faut le nourrir de données. Ces algorithmes, il faut les nourrir. Et puis nous, on a quand même une limite avec nos données neuropsychologiques en termes de quantité et de qualité.
Donc on a des données plutôt limitées en termes de N et puis extrêmement hétérogènes. Il y a aussi un risque de biais dans les données. Donc les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent aussi être biaisés en fonction des inputs. Et puis, Arnaud a parlé de boîte noire. C'est aussi le cas des intelligences artificielles. Il n'y a pas de transparence sur les étapes qui permettent d'arriver à la conclusion diagnostique. Il y a aussi le problème de la responsabilité. S'il y a une erreur de diagnostic, donc ça se trouve dans tous les domaines, pas qu'en neuropsychologie. Et puis finalement, la confidentialité des données. Et j'ai demandé aussi à ChatGPT quelles étaient les limites en fait, de l'intelligence artificielle. Et avec beaucoup d'humilité, ChatGPT m'a répondu que voilà, que ça ne pouvait pas remplacer l'expertise humaine, ni capter toute la complexité du fonctionnement mental. Donc j'espère qu'on est tous rassurés dans cette salle. Pour conclure, voilà, quelques points personnels inspirés des éléments de littérature. Donc, peut-être garder en tête qu'effectivement, le motif de prescription ne fait pas le diagnostic neuropsychologique. Garder vraiment une attitude introspective, prendre conscience de l'existence de ces biais et de leur impact. Penser à cette tâche aveugle, ça nous touche aussi. Rechercher activement le feedback, ça c'est vraiment important, échanger, pratiquer l'intervision, les échanges pluridisciplinaires si la possibilité existe dans votre structure. Si la possibilité existe, parmi les feedbacks, c'est de suivre le patient, sortir de ses routines, questionner ses habitudes, mettre à jour ses connaissances comme aujourd'hui, ne pas trop délaisser les statistiques, même si voilà, des fois c'est un peu pénible de s'y remettre, et puis surtout pratiquer l'humilité. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi Jean-Marie Anani et Lola Aubry pour notre travail de réflexion initiale sur le sujet. Et puis, je remercie aussi l'équipe de l'HFR parce qu'au quotidien, on est en intervision et on a des réflexions sur ce sujet. Merci.